Yo, salut à tous, comment ça va? Alors comme vous pouvez le voir, je suis dans mon nouveau studio, voilà, j'ai déménagé, les gens qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Alors pour l'instant, il n'y a rien du tout, hein. Il faut encore que je ramène mes figurines, il faut que je ramène tout mon bordel. Voilà, le studio pour l'instant, il est tout blanc, j'ai juste, voilà, comme vous pouvez voir, mon bureau qui commence à être prêt, etc. Il n'y a rien pour l'instant. J'espère qu'il sera prêt pour les prochaines vidéos. Et donc voilà, ça veut dire que la dernière vidéo anecdote que j'ai sortie, c'était la dernière que je tournais dans mon ancien studio. Et donc là, pour aujourd'hui, c'est le fameux format d'Inomitsu, c'est le format où je réponds à vos questions. Et pour ça, j'avais envie de vous amener dans un petit endroit que j'aime beaucoup. Vous allez voir, c'est une petite ville qui fait vraiment vieux Japon. Il y a un joli temple, il y a des yatai, tout ce qu'on aime. Donc voilà, on va y aller, on va faire des jolis b-rolls, je vais répondre à vos questions. Petite vidéo très chill, comme on en a l'habitude. Donc on va pas perdre plus de temps. C'est parti. Donc voilà, on est bien arrivé, c'est une petite ville qui s'appelle Shibamata, c'est une ville qui est située au nord de Tokyo, et comme vous avez pu le voir sur les images, voilà, c'est une ville qui fait vraiment vieux Japon, un petit peu comme ce que j'avais pu vous présenter dans la vidéo sur Kawagoe, et c'est vraiment le genre d'ambiance que moi j'adore à Tokyo, vraiment ce côté, tout le monde le dit, mais entre tradition et modernité, vous voyez un peu le bail? Bah là c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'autant j'adore Shibuya et j'adore les grandes villes avec des grands immeubles, autant de temps en temps se promener dans ce genre de cadre, bah c'est vraiment hyper apaisant. Donc là pour l'instant je me suis posé ici, mais ensuite on va essayer d'aller voir le temple, on va essayer d'aller près de la rivière, il y a plein de choses que vous allez découvrir dans cette vidéo, et bien sûr, je vais répondre à vos questions. Donc la première question nous vient de Valentine Citronade. J'aime beaucoup ton nom. Coucou Mitsu, super vidéo comme toujours, j'adore ce format, c'est hyper intéressant. Dans le cadre d'un visa tourisme, est-ce qu'il y a un délai minimum à respecter entre deux? Et pour l'école japonaise, il faut un certain visa, répondre à certains critères ou c'est ouvert à tous? Voilà, et merci par avance. Donc dans le cadre d'un visa tourisme, pour la plupart des gens, on a le droit à 3 mois, ou plutôt 90 jours exactement. Donc c'est 90 jours pendant lesquels tu vas pouvoir rester au Japon, tu vas pouvoir te promener, tu vas pouvoir dépenser ton argent. Mais par contre, c'est 90 jours qui ne sont pas renouvelables. Tu peux pas rester plus de 90 jours au Japon. Ce qui fait qu'une fois cette période de 90 jours terminée, il va forcément falloir que tu sortes du pays. Donc soit aller dans un autre pays, soit retourner en France. Et est-ce qu'il y a une période entre deux visas tourisme? Bah pas vraiment en fait. C'est-à-dire que les Japonais vont pas vous dire voilà, si vous êtes venu pendant 90 jours, vous devez attendre 6 mois avant de pouvoir revenir. Par contre, si tu forces un petit peu trop, si tu fais par exemple un visa tourisme de 90 jours, tu pars un petit peu, tu reviens 2 semaines après pour refaire 90 jours et tu recommences, au bout d'un moment voilà, t'as l'immigration japonaise qui va te dire mon coco, on va se calmer un petit peu. Mais par contre, rien ne t'interdit de le faire une fois ou deux par exemple. J'ai déjà vu des amis à moi par exemple qui sont venus pendant 3 mois au Japon, qui sont ensuite allés 2 semaines en Corée pour revenir au Japon pendant 1 mois avant de retourner en France et ils ont eu zéro souci. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Par contre, il faut juste pas pousser le bouchon trop loin. Il faut pas essayer de venir pendant 1 an complet au Japon parce que c'est là où l'immigration va commencer à avoir un petit peu des doutes sur toi. Et ensuite, en ce qui concerne l'école japonaise, alors tu me demandes s'il faut un certain visa, répondre à certains critères, etc. Tout ce qu'il faut en fait, c'est que tu commences par chercher une école. Donc ça, des écoles, il y en a plusieurs. Tu cherches sur internet, école de japonais au Japon, tu vas en trouver. Et en fait, c'est cette école-là qui va sponsoriser ton visa. C'est elle qui va faire la demande de visa pour toi. Donc souvent, ça va être des visas qui vont être de 6 mois, 1 an, des visas qui sont souvent renouvelables. Je crois qu'on peut renouveler jusqu'à une deuxième année. On peut faire 2 ans comme ça d'école de japonais au Japon. Dans tous les cas, c'est totalement pris en charge par l'école. Donc c'est à eux qu'il faut que tu fasses la demande. Et en ce qui concerne les critères, moi, j'ai jamais fait personnellement d'école de japonais, donc je vais pas te donner de fausses informations. Je te conseille plutôt d'aller te renseigner directement sur le site des écoles en question. Mais à ce que je sais, il faut vraiment que tu aies une grosse somme d'argent de côté et il faut surtout que tu payes l'école. Et souvent, malheureusement, c'est des prix qui sont pas donnés. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est commence à mettre de l'argent de côté. Et ensuite, pour finir, est-ce que c'est ouvert à tous? Oui, normalement, c'est ouvert à tout le monde. À partir du moment où tu payes l'école, tout le monde a le droit de venir faire ses études au Japon. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc encore une fois, ce que je te conseille, c'est vraiment d'aller te renseigner sur le site des écoles en question et tu vas y trouver toutes tes réponses. Donc voilà, pour répondre une dernière fois à ta question, dans le cadre d'un visa tourisme, tu as droit à 90 jours que tu peux renouveler à condition de sortir du Japon une fois, donc en allant dans un autre pays ou en retournant en France par exemple. Il n'y a pas de période minimum entre les deux, il faut juste pas pousser. Et en ce qui concerne l'école, voilà, je te conseille vraiment d'aller te renseigner sur les sites des écoles en question. Normalement, tu devrais y trouver toutes tes réponses. Donc ensuite, prochaine question, elle nous vient de JPPJ qui nous dit Yo Mitsu, je voulais savoir si être grand. Ah, kawaii. Konnichiwa. O sanpo shitoru to ne, kawaii ne. Tondemonai desu.
Du coup, prochaine question, elle nous vient de JPPJ qui nous dit Yo Mitsu, je voulais savoir si être grand, style plus d'1m95, est un problème au niveau de l'accès de certains bâtiments et autres. Sinon, gros soutien, ton format de vidéo, j'adore, continue. Bah écoute, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Alors je t'avoue que moi, je fais 1m87, donc c'est plutôt proche, même si voilà, t'es quand même un peu plus grand que moi. Et est-ce que c'est dur pour moi de vivre au Japon avec cette taille-là? J'aimerais te dire que non. Moi, j'ai pas spécialement de soucis pour vivre ici, et même si de temps en temps, il y a certaines choses qui me rappellent ma taille, en vrai, non, ça va, c'est assez cool à ce niveau-là. Peut-être les soucis que tu vas avoir, c'est par exemple dans les maisons, bah tu sens que les maisons, elles sont vraiment aménagées pour des gens de plus petite taille, ce qui fait que par exemple les éviers, ils sont assez bas. Moi, dès que je dois faire la vaisselle, je m'explose le doigt à chaque fois. Ou alors des fois, les portes, elles sont très basses aussi, ce qui fait que voilà, si tu te baisses pas un petit peu, bah tu manques de te la manger. Et le nombre de fois où je me suis chopé des bosses, je me suis chopé des œufs au niveau du front, parce que bah j'avançais sans regarder devant moi et je me suis pris des portes en pleine gueule. Voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais après, dans la vie de tous les jours, j'ai envie de te dire non, c'est pas spécialement un problème. Faut juste que tu te dises que voilà, la plupart des bâtiments sont pas forcément aménagés pour des gens de très grande taille, donc il faut juste que tu fasses attention encore une fois de pas te manger chaque porte que tu vas passer. Mais à part ça, non, c'est pas spécialement un problème, je pense. Donc si c'était une question que tu te posais et que t'hésitais de venir au Japon à cause de ça, ne t'en fais pas, tu peux venir au Japon. J'ai pas mal d'amis à moi qui font plus de 2 mètres et qui vivent ici, et voilà, ça se vit, ça se vit. C'est pas forcément toujours le plus confortable, mais ça se vit quand même, voilà. Ensuite, prochaine question, elle nous vient de Laureline qui nous dit Hello Mitsu, ton contenu est vraiment super, merci, merci, merci. Mais c'est moi qui vous remercie, vous êtes trop mignons, vous êtes trop gentils. Comme Tev et Louis, tu filmes beaucoup à l'extérieur. Effectivement. Est-ce que les Japonais y sont habitués? On en voit beaucoup passer derrière toi dans des vidéos par exemple, cela ne les dérange pas. Je sais qu'à l'intérieur vous demandez systématiquement la permission. Merci et vivement les prochaines vidéos sur les tatouages et la Gaijin Hunter. Vidéo tatouage Gaijin Hunter, ça arrivera, vous en faites pas. Et donc pour répondre à ta question, oui, alors on aime bien filmer en extérieur parce que voilà, en vivant au Japon, c'est quand même un aspect qui est assez intéressant du Japon de filmer l'extérieur comme aujourd'hui. Et voilà, on a vraiment pas envie de s'en priver et surtout on aime vous faire plaisir en vous montrant un petit peu des jolies images du Japon. Et est-ce que ça gêne les Japonais? J'aimerais te dire que non, la plupart du temps ils sont surtout intrigués, ils se demandent en quelle langue on parle, etc. Là par exemple, il y a des gens qui sont passés tout à l'heure avec leur petit chien, ils m'ont demandé qu'est-ce que vous faites du YouTube, en quelle langue vous parlez, etc. Et les gens sont plutôt intéressés de savoir qu'est-ce qu'on fait ici, etc. Donc non, les gens sont pas du tout dérangés. Et si jamais à un moment on a un doute sur le fait qu'une personne, elle avait peut-être pas envie d'être filmée ou quoi que ce soit, la plupart du temps on leur demande, ou alors même les gens viennent nous dire directement excuse-moi, j'ai pas envie d'être filmé, etc. Et à ce moment-là, juste on change d'endroit et voilà. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, on fait vraiment en sorte de ne gêner personne dans tous les cas. Et encore une fois, les gens sont très rarement gênés. Et en ce qui concerne les intérieurs, oui, la plupart du temps on demande quand même la permission, que ce soit dans les magasins, que ce soit dans certains lieux publics, parce que forcément il va y avoir des gens qui vont passer devant ou derrière la caméra. Donc voilà, on fait vraiment très attention à tout ça. Donc voilà, encore une fois pour répondre à ta question, est-ce que ça dérange les gens quand on filme en extérieur? Pas du tout, la plupart du temps ça les intrigue, ils nous posent des questions vraiment sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on filme, etc. Donc non, c'est vraiment ambiance très très chill. Et si on a un seul doute sur le fait que ça dérange quelqu'un, dans tous les cas, soit on arrête de filmer, soit les images on ne les met pas sur YouTube, soit même on peut flouter les gens dans tous les cas. Il y a plein de manières de corriger ça, donc voilà, ce n'est pas du tout un souci. La prochaine question, elle nous vient de Violette Mercury qui nous dit j'ai une question. Hormis les citrouilles, le bail des citrouilles, j'aime beaucoup les citrouilles. Quels sont les plats ultimes pour lesquels tu serais capable de faire des heures de queue pour les manger? Alors ça c'est une question très compliquée parce que j'aime tellement de choses. Par contre, je suis quelqu'un qui aime pas faire la queue, la plupart du temps. Et il faut savoir que les Japonais adorent faire la queue. Là par exemple, il y a eu le boom des bubble tea. Il faut savoir qu'au Japon, des fois il y a des gens qui faisaient plus d'1 heure de queue pour avoir leur bubble tea. C'était assez incroyable à voir, moi j'en avais un juste à côté de chez moi. Dès que je sortais de chez moi, je voyais une file de plus de 100 personnes qui attendaient leur bubble tea. Au Japon, il y a vraiment un petit peu cette culture de l'attente. Les Japonais aiment attendre pour un plat qu'ils aiment. Moi j'aime pas. Moi j'aime pas personnellement, j'aime pas attendre. Quand j'ai faim, j'ai pas envie d'attendre 1 heure pour un plat. Mais un plat pour lequel je serais capable de faire 1 heure d'attente, je suis pas sûr qu'il y en ait en vrai. Franchement, je suis pas sûr qu'il y en ait, mais par contre, s'il y a bien un truc pour lequel je suis capable de faire 1 heure d'attente, c'est plutôt pour des lieux. Par exemple, il y a un Starbucks qui est situé à Nakameguro et c'est vraiment un Starbucks qui est magnifique. Ça fait vraiment ambiance un petit peu steampunk avec des gros tubes de partout et tout. C'est un endroit qui est trop cool. Et l'ambiance à l'intérieur de ce Starbucks, elle est tellement cool que voilà, moi je suis prêt à faire 1 heure d'attente pour rentrer dedans s'il faut, mais c'est plus pour l'ambiance de la chose que pour le plat en lui-même. Dans certains parcs d'attractions aussi, les parcs d'attractions, des fois il y a 1 heure, 2 heures d'attente, ça me dérange pas d'attendre 2 heures pour faire une attraction que j'aime bien. Mais pour de la bouffe, je t'avoue que ouais non, je suis pas sûr de vouloir vraiment attendre aussi longtemps que ça. Voilà, je suis désolé, ça sort un petit peu de ta question, mais pour y répondre encore une fois, est-ce qu'il y a des endroits où je peux attendre longtemps pour la bouffe? Je ne pense pas, vraiment, je préfère aller dans un endroit où on n'attend pas. Mais sinon, dans certains parcs d'attractions ou dans certains lieux vraiment très cool qui valent le coup, là oui, je pense que je serais capable d'attendre 1 heure, 2 heures pour rentrer dedans. Mais voilà, c'est plus pour l'ambiance que pour la bouffe en elle-même. Alors la prochaine question, elle nous vient de Bulle de Nuage qui nous dit un plaisir à regarder ce format de vidéo, plutôt sympathique. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. J'ai une petite question pour la prochaine édition. Comment tu t'organises avec YouTube, ton métier, tes loisirs, si tu fais autre chose? Alors c'est une question qui est ultra intéressante et j'y ai partiellement répondu dans le podcast La Voix du Samouraï qui est sorti la semaine dernière auquel j'ai participé. Je parle de pas mal de choses et j'y raconte quelques anecdotes dont j'ai pas encore parlé sur YouTube. C'est du contenu exclusif.
allez écouter ça. Donc moi c'est vrai que je fais quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire que certes je fais du YouTube, mais à côté de ça j'ai mon boulot donc de modèle, acteur au Japon, je fais aussi du doublage, je fais aussi de la traduction, enfin voilà, je vous ai déjà parlé un petit peu de tous mes métiers, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez chronophage, ça me prend beaucoup de temps de faire tout ça, ce qui fait que je dois avoir une certaine régularité dans mon emploi du temps. Donc moi ce que j'aime beaucoup faire c'est de définir chaque période de ma journée, c'est-à-dire que j'ai vraiment une période où je vais faire que travailler, j'ai une période qui va vraiment être dédiée à mes loisirs, une période qui va être dédiée à juste du chill, vraiment à juste rien faire, parce que c'est important parfois aussi de rien faire. Et voilà, j'essaie vraiment de découper mes périodes de temps, et j'essaie surtout en fait de ne pas les mélanger. C'est-à-dire que par exemple quand je suis dans une période de travail, j'essaie de pas mettre de loisirs dedans. C'est une période où je vais faire que travailler pendant un certain nombre de temps. Et à contrario, quand je vais être dans une période de loisirs, j'essaie de ne pas mettre de travail dedans. Même si je reçois des mails pendant ma période de loisirs par exemple, je vais pas y répondre tout de suite, je vais attendre d'être dans ma période renvoi de mail pour y répondre. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important de ne pas mélanger comme ça tes périodes de temps, parce que sinon tu tombes vite dans le tu ne sais pas quand est-ce que tu travailles, tu ne sais pas quand est-ce que tu es en période de loisirs, tu ne sais pas quand est-ce que tu es en période chill. Il faut pas mélanger tout ça. Et c'est en faisant ça, je pense que tu vas vraiment être le plus efficace dans ta journée. Et je vous invite à aller regarder les vidéos de Fabien Olicard parce qu'il explique ça très très bien. D'ailleurs, il a sorti un bouquin qui s'appelle Votre temps est infini et c'est un bouquin que j'ai dévoré. Je l'ai lu au moins 5-6 fois. C'est pas du tout une sponsor, c'est vraiment un livre que j'adore et que je vous conseille absolument. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses grâce à ce bouquin et ça me permet vraiment aujourd'hui d'être full efficace en fait sur mes journées de travail. C'est un point qui est assez dur à expliquer et moi je suis vraiment pas vulgarisateur, je suis vraiment nul pour expliquer ces choses-là. Donc je te conseille vraiment soit de lire le bouquin de Fabien Olicard ou même d'aller sur sa chaîne YouTube, il explique ça bien mieux que moi. Du coup la prochaine question elle nous vient de Salut c'est Jonathan qui nous dit hey, tu voudrais pas faire Terrace House si ça revient un jour, sinon super tes vidéos. Alors c'est marrant ta question parce qu'en fait on me l'a déjà proposé. On me l'a proposé l'année dernière Terrace House, sauf que voilà il y a beaucoup de demandes, il y a très peu de gens qui sont pris, donc moi pour la saison de l'année dernière j'avais pas été pris. Par contre est-ce que ça m'intéresse? Mais complètement, mais Terrace House c'est beaucoup trop bien. Moi je suis pas du tout télé-réalité, mais alors vraiment pas, je regarde pas la télé déjà de base et la télé-réalité c'est vraiment un format que moi j'aime pas trop. Mais par contre Terrace House ils ont vraiment un truc que j'aime bien, c'est ça sort vraiment du carcan de la télé-réalité habituelle et on n'est pas dans le show-off, dans on va essayer de montrer un petit peu la bêtise de certains ou dans il faut absolument qu'il y ait du clash, etc. C'est vraiment juste des gens qui ont des projets, qui font des choses cool, qui habitent juste dans la même maison et certes des fois il va y avoir des liaisons amoureuses, etc. Mais outre ça c'est vraiment juste suivre plein de gens qui sont vraiment intéressants et c'est surtout un tremplin de fou. Et c'est vrai que moi par rapport au métier que je fais, si j'avais l'occasion de participer à Terrace House, ça me permettrait d'être vu et d'être reconnu par beaucoup plus de gens et ça me donnerait beaucoup d'opportunités en fait au niveau du travail aussi. J'ai beaucoup d'amis, par exemple Pépé qui est mangaka, Vivi aussi qui est modèle. Ça c'est des amis à moi au départ qui ont fait Terrace House et qui aujourd'hui sont devenus un petit peu des rostas au Japon. C'est vraiment très intéressant et je pense vraiment que c'est une émission que moi j'aimerais beaucoup faire. C'est une émission qui est beaucoup trop importante au Japon pour qu'ils la lâchent comme ça et qu'elle revienne pas. Il va peut-être y avoir certains changements, etc. Mais dans tous les cas, voilà, aux prochaines saisons, si jamais on me propose de faire Terrace House, carrément, je pense que je vais dire oui sans problème. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va bouger, il y a un temple qui est pas très loin et j'ai vraiment envie de vous le montrer parce qu'il est magnifique, donc c'est parti. Voilà, on est bien arrivé au temple, comme vous avez pu le voir, franchement il est magnifique ce temple, c'est un temple que j'aime beaucoup. D'ailleurs petite anecdote, la sponsor que j'avais fait pour Onama et Sama, c'est ici que je l'avais tourné. Du coup je vais profiter un petit peu de ce cadre là pour continuer de répondre à vos questions. Alors la prochaine question elle nous vient de Silla Stone qui nous dit Dinomitsu, question sûrement étrange, mais est-ce que tu as le droit d'entrer dans les magasins interdits aux étrangers? Alors les fameux magasins interdits aux étrangers. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent sur internet, il y a beaucoup de reportages, il y a beaucoup d'articles qui en parlent. Et moi je vais vous avouer un truc, c'est qu'en 10 ans de Japon, j'ai jamais été confronté à ça. Attention, je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est qu'à partir du moment où il y a eu des articles, il y a eu des reportages, ça doit forcément exister. Par contre, c'est vraiment pas quelque chose dont il faut avoir peur et c'est vraiment pas quelque chose dont vous allez être confronté quand vous allez arriver au Japon. C'est quand même des endroits qui sont très rares, je pense. Et moi, personnellement, j'en ai jamais fait l'expérience. J'ai jamais eu aucun endroit où je suis allé, aucun restaurant, aucune enseigne où on m'a empêché d'entrer parce que j'étais Gaikokujin. Donc c'est un peu un faux problème, je pense, et ça montre pas mal le côté putaclic des médias français parce qu'on va vraiment vous montrer ces choses-là en vous disant regardez au Japon, il y a des endroits où c'est interdit aux étrangers, regardez les Japonais sont racistes et franchement non, encore une fois le Japon n'est pas pour moi un pays raciste, il n'y a pas de vrai racisme au Japon comme on l'entend.
Encore une fois, voilà, je veux dire, quand vous allez aux États-Unis, il y a des gens qui se font tirer dessus par racisme, il y a des gens qui se font tuer, il y a des gens qui se font découper. Et au Japon, on voit pas ça. Et encore une fois, ces enseignes anti-étrangers, bah, on les voit nulle part en fait, vraiment nulle part. Si un jour je me retrouve devant ça, bah ça va peut-être un petit peu m'embêter, ça va peut-être un petit peu me choquer, mais est-ce que ça va me gêner dans ma vie de tous les jours? Je ne pense pas. Pour répondre encore une fois à ta question, est-ce que les enseignes anti-étrangers ça existe au Japon? Certainement, puisqu'on en parle dans certains médias, certainement que ça existe. Est-ce que c'est gênant dans la vie de tous les jours? Pas du tout. Moi j'ai jamais été confronté à ça et j'ai été dans plein d'endroits et je pense pas que ça gênera n'importe qui vient au Japon aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Du coup, la prochaine question, elle nous vient de Valentin Moissan qui nous dit: est-ce que la barbe est un problème dans la société en général pour les Japonais, les gaijins, entretien d'embauche, date, etc. Alors ça pareil, on est un petit peu dans le même style d'idée reçue quelque part, où on dit que voilà, au Japon, il faut absolument être bien rasé, être ultra propre, etc. Et c'est vrai et faux en fait. Il faut vraiment faire la distinction. D'où ça vient en fait ça vient des salaryman. Les salaryman, encore une fois, c'est ce que vous voyez dans beaucoup de reportages, c'est les Japonais qui sont en costard, qui travaillent pour des grosses entreprises. Et effectivement, les salaryman, la plupart du temps, ils sont assez propres sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils doivent être bien rasés, ils doivent être bien coiffés, ils doivent être bien habillés en costard, etc. On laisse le camion passer. Mais par contre, est-ce que ça traduit le Japon dans son intégralité? Pas du tout. Et aujourd'hui, il y a plein de travail, il y a plein d'endroits où les gens ont de la barbe parce que ils aiment avoir de la barbe et je veux dire c'est pas un souci. Je veux dire, le Japon est beaucoup plus ouvert que ce que les médias essaient de le faire penser. Et je pense aussi qu'il y a une évolution qui est très positive du Japon où peut-être le Japon d'il y a 30-40 ans il fallait absolument être rasé et tout. Le Japon de 2021, plus du tout en fait. C'est-à-dire que voilà, quand vous allez dans des bars, quand vous allez dans des magasins, quand vous allez même dans certaines entreprises, des startups, etc. Les gens s'habillent comme ils veulent, les gens ils ont des tatouages, les gens ils ont des piercings, les gens ils ont de la barbe, les gens ils sont coiffés comme ils veulent. Ce qui a pu exister un jour quelque part de il faut raser sa barbe, etc. Est-ce que c'est encore vraiment présent aujourd'hui au Japon? Vraiment très peu en fait, vraiment très peu. Moi un exemple que je peux vous donner, c'est par exemple dans mon travail, ça peut arriver qu'on me demande soit de me raser la barbe, soit d'avoir la barbe. Parce qu'aujourd'hui avoir de la barbe, ça fait partie du style de chacun et c'est quelque chose qui est au niveau de la société totalement accepté quelque part. Le Japon est beaucoup plus ouvert que ce que les gens laissent l'imaginer un peu sur internet. Donc voilà, pour répondre encore une fois à ta question, est-ce que la barbe est un problème dans la société pour les gaijins ou les japonais? Pas du tout, mais par contre il faut bien comprendre que ça va dépendre aussi du travail que tu vas faire. Il y a certains travails où on va te demander d'avoir la barbe rasée et il y a certains travails où les gens s'en foutent. Pour te dire, même dans les combini aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont la barbe mais on s'en fout quelque part. Donc voilà, non, ce n'est pas du tout un problème. Tu peux très bien vivre ta vie au Japon en ayant une barbe. T'en fais pas. Prochaine question, elle nous vient de Zatman is back. Salut, j'ai vu une vidéo de Louis à propos de la police, prison, etc. Ma question est, as-tu une fois été arrêté par la police, genre examiner, identifier ton sac, etc. Alors, effectivement, ça arrive assez souvent que les policiers fassent des petites rondes, ce qu'ils appellent des patroles, dans la rue, pour un petit peu examiner le sac des gens, etc. Et est-ce que ça m'est déjà arrivé? Oui, plein de fois. Alors vraiment plein de fois. Mais des fois, c'est ridicule. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Voilà, petite anecdote gratuite que je vous raconte. Une fois, j'étais à Shibuya et j'étais avec un ami à moi. C'était le soir, il devait être peut-être 19-20 heures à peu près. Et en fait, ce jour-là, il faut savoir qu'il faisait pas mal chaud et il y avait beaucoup de gens dans le bar où on était. Ce qui fait qu'on a décidé de se poser en extérieur. On s'est posé sur des escaliers tranquillement et puis on buvait notre petite canette en discutant, etc. Et donc là, il y a deux flics qui viennent nous voir. Ils arrivent et ils nous disent bonjour messieurs, est-ce qu'on peut examiner vos sacs? À savoir que légalement, on a le droit de leur dire non. Et moi, j'avais pas envie de problème, j'avais pas envie qu'ils continuent à me suivre. Et j'avais surtout rien à me reprocher, donc je leur donne mon sac, je leur dis allez-y, checkez, y a pas de souci. Ils checkent mon sac, ils regardent, ils trouvent rien, ils disent ok, pas de souci messieurs, bonne journée à vous, au revoir. Et ils s'en vont, chill, il se passe rien, tu vois. Et genre peut-être 20 minutes plus tard, il y a deux autres flics qui arrivent et qui refont la même chose. Et ils arrivent, bonjour messieurs, excusez-moi, est-ce qu'on peut examiner votre sac? Et du coup je leur dis écoutez, il y a vos collègues qui m'ont déjà examiné il y a 20 minutes, et eux du coup ils me répondent ouais mais nous on n'a pas examiné votre sac, est-ce qu'on a le droit? Je suis très patient comme personne, je leur dis ok mais par contre voilà, c'est la dernière fois, j'ai pas envie que vous passiez la soirée à m'examiner. Et du coup ils examinent mon sac. Encore une fois, ils ne trouvent rien, ils me disent bonne soirée monsieur, ils s'en vont. Et donc là on en rigole un petit peu avec mon pote, on se dit putain c'est fou quand même, je veux dire 4 flics qui arrivent comme ça et qui nous examinent à 20 minutes d'intervalle, c'est assez rare quand même mine de rien. Sauf que on est resté au moins une heure je pense sur les escaliers avec mon pote, et une heure après, qui on voit arriver? Les deux premiers flics qui nous avaient examinés qui reviennent et qui font oui excusez-nous messieurs, est-ce qu'on peut vous réexaminer? Et là par contre ça m'a saoulé un petit peu, parce que j'aurais dit les gars,
vous m'avez examiné, 20 minutes après il y a vos collègues qui sont venus qui m'ont examiné, et là vous revenez 1 heure après pour m'examiner. Mais vous pensez quoi? Vous pensez que là en 1 heure j'ai été acheter de la weed quelque part? Mais c'est stupide. Sauf qu'encore une fois ils étaient là en mode oui mais on ne sait jamais, etc. Et du coup je leur ai laissé réexaminer mon sac, et puis encore une fois ils ont rien trouvé, et puis voilà. Et ça c'est chiant en fait, ça c'est assez chiant des fois, parce que tu sens que c'est vraiment juste du faciès en fait. Il y a des gens qui prendraient ça pour du racisme, là où ça en est pas. En fait ce qui se passe c'est qu'au Japon, il y a pas mal de problèmes liés à la drogue, et les problèmes liés à la drogue la plupart du temps c'est des étrangers qui amènent de la drogue au Japon. Il y a la mafia mexicaine qui est au Japon, il y a voilà. Ce qui fait que la plupart du temps dans les rues, c'est des étrangers en fait qui ont de la drogue et qui la vendent ou qui la consomment, etc. Et les flics, eux, de 1, ils ont du temps à perdre parce que comme la criminalité au Japon elle est vraiment basse, ils ont rien d'autre à foutre quelque part. Et de 2, voilà, quand ils voient un Gaikokujin, pour eux, ils voient ça comme potentiellement quelqu'un qui a peut-être de la drogue sur lui. Donc c'est très malheureux parce que du coup ça nous met tous dans le même sac. Et encore une fois, quand c'est une fois de temps en temps, moi ça me dérange pas, je leur montre mon sac, moi j'ai rien à me reprocher, c'est pas un souci. Mais par contre là cette fois là ça m'a un petit peu saoulé, tu vois. Donc voilà, encore une fois pour répondre à ta question, est-ce qu'on m'a déjà examiné mon sac, est-ce qu'on m'a déjà perquisitionné quelque part? Oui, plusieurs fois même. Est-ce que c'est chiant? Un petit peu, mais voilà, je sais qu'il y a une raison à ça, donc c'est vraiment une fois de temps en temps, c'est pas un souci. Il faut juste que ça devienne pas trop régulier quand même. Ensuite du coup la prochaine question elle nous vient de JB Young FR. Tu dis que tu aimes le rock, que penses-tu de la scène rock japonaise? Et quels sont les groupes de rock japonais que tu aimes? Alors oui j'adore le rock japonais. Encore une fois, le rock et surtout le rock japonais c'est ce qui m'a fait venir au Japon au départ. C'est que moi j'avais vraiment envie de faire de la musique au Japon, j'avais envie de faire du rock, parce que la scène rock japonaise est incroyable, mais vraiment incroyable. C'est-à-dire que par exemple c'est au Japon que vous allez trouver les plus gros festivals de rock. Entre le Fuji Rock, entre le Summer Sonic, vous avez plein de festivals tout au long de l'année. Et surtout les groupes de rock japonais, ils sont tellement bons. Il y a une technicité dans la musique japonaise qu'on retrouve nulle part ailleurs, je trouve. Ce qui moi m'a fait aimer le rock japonais quand j'étais jeune. Donc oui, j'adore le rock japonais. Et en ce qui concerne les groupes que j'aime vraiment beaucoup, il y en a vraiment trop. Il y en a vraiment trop. Mais là pour vous drop quelques noms comme ça, il y a déjà l'Arc-en-Ciel qui est moi le groupe qui m'a fait découvrir la musique japonaise quand j'étais jeune. Ensuite il y a Radwimps qui est un de mes groupes préférés parce que autant au niveau des paroles qu'au niveau de la technicité musicale, ils sont vraiment incroyables. Ensuite dans la musique un petit peu plus emo, metal, et ce que moi j'aime beaucoup écouter, il y a Cold Rain, il y a Sim, il y a Crossface qui sont très connus, il y a Crystal Lake aussi qui sont vraiment très connus et qui maintenant ont une renommée internationale, il y a Maximum the Hormone que beaucoup de gens connaissent pour Death Note. Voilà, il y a vraiment une tonne de groupes que j'adore et ce serait vraiment dur d'en faire une liste complète. Mais par contre, si vous êtes vraiment intéressé pour découvrir des nouveaux groupes de musique, etc., sur mon Instagram, j'ai l'habitude de partager des stories avec de la musique et j'essaye comme ça de vous faire découvrir des nouveaux sons, des nouveaux groupes, les musiques que moi j'écoute en ce moment, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, qui est juste là. Et à checker mes stories de temps en temps, voilà, comme je vous dis, j'essaie de partager au maximum la musique que j'écoute. Donc si moi je peux vous faire découvrir quelques nouveaux groupes, quelques sons qui vous plaisent comme ça de temps en temps, écoutez, moi ça me fait plaisir, c'est cadeau, voilà, c'est cadeau. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors la prochaine question nous vient de GK qui nous dit: je sais pas s'il l'a déjà dit dans une vidéo, mais est-ce que quelqu'un sait comment il a appris le japonais? Alors ça c'est la fameuse question, il y a beaucoup de gens qui me la posent cette question parce que oui, bon, aujourd'hui je parle couramment japonais, c'est-à-dire que je sais m'exprimer en japonais, je sais lire le japonais, je sais écrire en japonais, voilà, c'est ma deuxième langue. Ce qui fait que beaucoup de gens me demandent: mais comment t'as appris le japonais? Comment tu fais aujourd'hui pour savoir parler japonais comme ça? Alors en fait je l'ai appris tout seul, à une exception, c'est que j'avais des amis japonais quand j'étais en France, ce qui fait que voilà, moi j'avais des bouquins pour apprendre le japonais, que je lisais un petit peu tous les jours, etc. J'écoutais beaucoup de musique japonaise, je regardais beaucoup de films, de dramas japonais, etc. pour me faire l'oreille, et surtout j'ai eu la chance d'avoir des amis japonais avec qui j'ai pu discuter assez rapidement en japonais. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, le fait de parler presque tous les jours en japonais dans mon quotidien, ça m'a permis vraiment de level up en japonais tout simplement. Et quand je suis arrivé au Japon à mes 19 ans, je savais déjà parler japonais, même si depuis forcément je me suis beaucoup amélioré. En 10 ans de Japon à parler que du japonais tous les jours, forcément mon niveau de japonais aujourd'hui, je parle couramment parce que voilà, je parle que japonais tous les jours. Du coup, pour vous donner un conseil encore une fois pour parler japonais, qui avait déjà un petit peu répondu dans mon premier Dinomitsu, il faut vraiment que vous fassiez un kankyo, que vous fassiez un environnement japonais. Donc essayez au maximum de regarder des films en japonais, de regarder des dramas en japonais. Il faut vraiment que le japonais ça devienne une langue que vous écoutez et que vous pratiquez tous les jours. Et c'est vraiment en faisant ça que votre niveau en japonais va vraiment décoller quoi. Moi dans tous les cas, mon japonais je l'ai appris tout seul. J'ai eu cette chance de pouvoir parler avec des japonais, c'est vraiment ce qui moi m'a permis de beaucoup évoluer très rapidement en japonais. Mais dans tous les cas, voilà, je pense vraiment que le japonais c'est une langue qui est assez accessible pour que même tout seul vous puissiez commencer à l'apprendre. Et par la suite, si vous avez l'occasion de pouvoir discuter avec des japonais, de pouvoir vous faire des amis japonais, ou même de pouvoir venir au Japon par exemple, voilà, c'est encore mieux parce que c'est vraiment à ce moment-là, je pense, que votre niveau de japonais va vraiment décoller. Et du coup, dernière question avant qu'on bouge à la rivière, parce que vous allez voir, la rivière elle est vraiment magnifique. C'est une question qui nous vient de Slexune. Je sais pas si je le prononce bien, encore une fois, je suis vraiment désolé. Salut Mitsu, j'ai déjà été au Japon en 2018 et j'espère pouvoir y revenir en avril 2022. Je
je l'espère pour toi aussi. Je vais absolument monter le mont Fuji, mais apparemment il n'est accessible qu'en été. Or les gens disent que le Japon en été c'est genre l'horreur, il fait beaucoup trop chaud, blablabla. J'ai l'impression qu'on parle du Sahara. La saison d'été est-elle vraiment si dure pour un touriste? Alors la fameuse question de l'été au Japon. Alors pour faire très simple, oui, c'est horrible. L'été au Japon c'est horrible. Et là je vais pas essayer de peser mes mots, de vous dire non mais c'est parce que... Non, c'est horrible, vraiment. En fait la meilleure manière de t'expliquer à peu près à quoi ça ressemble, c'est, je sais pas si t'es déjà allé dans un sauna. Les saunas, tu vois, c'est des pièces où il fait très très chaud, c'est des pièces pour te faire suer. Et en fait, voilà, le Japon l'été, c'est un sauna géant. C'est-à-dire que dès que tu sors à l'extérieur, c'est ultra humide, il fait ultra chaud. Au bout de 3 minutes dehors, tu transpires comme t'as jamais transpiré. Je déteste l'été au Japon, mais vraiment. Par contre, si ton but c'est de gravir le mont Fuji, franchement fonce, parce que déjà autour du mont Fuji, bah il fait moins chaud quand même. Je veux dire voilà, quand t'es en ville, forcément entre la ville, entre la pollution, entre la chaleur, l'humidité et tout, c'est vraiment insupportable. Mais par contre le mont Fuji autour, bah il fait très très bon en vrai la plupart du temps, donc non, il faut vraiment pas que tu hésites. Si ton but c'est de gravir le mont Fuji, franchement fonce, c'est vraiment une expérience à faire je pense. Mais après pour le reste, effectivement, il faut se préparer mentalement à l'été japonais, parce que ouais, c'est une expérience, c'est une expérience. C'est bien de le faire au moins une fois pour voir ce que ça donne. Mais voilà, si t'es un petit peu comme moi, si t'es quelqu'un qui a facilement chaud, c'est vrai que l'été au Japon c'est assez hardcore quand même. Enfin voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Donc du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers la rivière qui est juste là-bas derrière. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de vent, parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de vent là-bas, avec le micro ça va être compliqué. Mais j'ai vraiment envie de vous montrer cet endroit, parce que voilà, on peut faire des images magnifiques. Donc on perd pas plus de temps. C'est parti. Beaucoup de vent. Du coup voilà, on est près de la rivière, c'est un endroit que j'aime beaucoup, j'aime bien venir de temps en temps ici et juste me poser dans l'herbe près de la rivière, c'est trop cool. Donc voilà, on va essayer de profiter un petit peu du cadre et se dépêcher avant qu'il fasse nuit. Je vais répondre à vos dernières questions. Et donc cette fois-ci c'est un peu particulier, parce que en plus des questions sur YouTube, je vous ai demandé aussi des questions sur Instagram. Et donc là les dernières questions, c'est des questions Instagram que vous m'avez envoyées. Donc vous savez quoi, on perd pas plus de temps, je réponds à vos questions. Donc la première elle nous vient de Captain Gros Chat qui nous dit: à quand des nouveaux sons? Donc encore une fois, moi je fais de la musique, comme certains le savent, j'ai ma chaîne musicale, la chaîne Mitsugi. Et donc là le dernier son que j'ai sorti c'est Ecstasy, c'est mon single qui est sorti donc en octobre dernier. Et depuis j'ai rien sorti. Pourquoi j'ai rien sorti? Parce que entre temps j'ai eu la chaîne YouTube, et la chaîne YouTube me prend quand même beaucoup de temps, etc. Et j'avais vraiment envie de prendre mon temps pour développer cette chaîne avant de reprendre la musique, parce que la musique ça me prend aussi beaucoup de mon temps. Donc là la chaîne, comme elle commence à être pas mal développée, là je suis en train de travailler sur des nouveaux sons. Du coup voilà, je vous tiens au courant, mais dès qu'il y a un son qui sort, ce sera sur ma chaîne secondaire, mais je vous préviendrai sur cette chaîne là et sur mes réseaux sociaux aussi, donc voilà. Ensuite la prochaine question c'est Ludivine Pinatel qui me dit: est-ce que ton travail en tant que modèle a changé ton rapport à ton physique, en bien ou en mal? Alors oui, complètement. C'est-à-dire que moi j'ai jamais vraiment eu confiance en moi, j'ai jamais vraiment eu confiance en mon physique, etc. Et le fait d'être modèle, forcément, tu prends plus conscience de ton physique, tu prends plus conscience de toi-même, tu prends plus conscience de ce que tu es capable de donner, de dégager. Ça te permet de prendre un petit peu confiance en toi, mais après c'est pas non plus une confiance qui est totale. C'est-à-dire que ça m'empêche pas de temps en temps de pas me trouver beau, ça m'empêche pas de temps en temps juste de pas me trouver ouf. J'ai beaucoup plus confiance en moi que je l'ai eu quand j'étais jeune, forcément, en faisant un travail comme celui-là. Et de toute manière, la confiance en soi, c'est pas quelque chose que tu vas acquérir grâce à ton travail ou grâce à... Non, c'est toi qui dois apprendre à t'aimer en tant que ce que tu es, en tant que la personne que tu es. Et voilà, c'est pas le travail qui va te permettre de faire ça. Et moi j'essaie donc beaucoup en ce moment de travailler sur moi-même et d'essayer de m'aimer un petit peu plus, d'essayer de m'apprécier un petit peu plus. Et c'est un travail que j'invite vraiment tout le monde à faire. C'est très très important d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se connaître. C'est pour ça que j'aime passer du temps seul, j'aime passer du temps avec moi-même. Et ça me permet un petit peu de méditer, ça me permet un petit peu d'apprendre à me connaître un peu plus et d'apprendre à m'aimer tout simplement. Donc pour répondre encore une fois à ta question, est-ce que mon travail de modèle a changé mon rapport à mon physique? Oui, un petit peu, mais je pense que voilà, pour apprendre à s'aimer complètement, pour apprendre à vraiment s'apprécier, c'est un travail que tu dois faire avec toi-même et c'est pas forcément un travail qui va te donner cette confiance en toi.
Voilà. Donc ensuite une prochaine question qui nous vient de Jisosiashram. Je suis désolé, j'arrive pas à lire ton prénom, vraiment désolé. Ayant vu beaucoup de super-héros dans ton décor, je me demandais si tu étais un grand fan de comics. Oui, vous avez vu dans mon ancien décor du coup, toutes mes figurines Marvel, etc. J'adore Marvel. J'ai toujours adoré Marvel depuis que j'étais petit, surtout Spider-Man. C'est vrai que ça fait une partie intégrante un petit peu de la pop culture que moi j'aime. Et donc oui, je suis un grand fan de comics. Dites-moi d'ailleurs si ça vous plairait que je vous en parle dans une vidéo. Je sais que c'est pas forcément la chaîne qui s'y prête le plus, mais si certains d'entre vous sont intéressés par les comics ou quoi, que ce soit vous présenter mes figurines, que ce soit parler un petit peu des news Marvel, etc. au Japon ou quoi, ça peut être un format intéressant, donc dites-moi si ça vous plaît ou pas, et à ce moment-là on en parlera dans une vidéo. Ensuite il y a Nekorotalo qui me dit: fais-tu souvent ou très peu des changements capillaires? Alors je t'avoue, je suis quelqu'un qui jusqu'à maintenant a fait beaucoup de changements capillaires. J'ai eu les cheveux longs, les cheveux courts, les cheveux noirs, les cheveux rouges, et là en ce moment je suis un petit peu posé avec mes cheveux mi-longs et ma couleur naturelle. C'est surtout pour le travail en fait. Avec le travail, quand t'as des coupes un petit peu particulières, c'est dur de choper certains boulots où ils veulent peut-être des coupes un peu plus classiques. Donc voilà, c'est pour ça qu'en ce moment je change pas trop au niveau capillaire, mais en vrai là j'ai qu'une envie, c'est de me teindre les cheveux en blanc, me faire une belle décoloration, d'avoir les cheveux tout blancs et ensuite de partir sur des couleurs un petit peu what the fuck, etc. C'est quelque chose que j'adore, que j'aimerais faire beaucoup plus. C'est comme les tatouages, j'aimerais faire plus de tatouages, mais avec le travail c'est compliqué. Mais dès que j'en ai la possibilité, vous inquiétez pas, je vais faire le foufou avec mes cheveux. Vous inquiétez pas. Ensuite, prochaine question, elle nous vient de Teressal Off qui nous dit: l'animé ou manga que tu suis actuellement et que tu kiffes. Alors moi je suis pas trop de manga ou d'animé, je vous avoue, j'ai plus vraiment le temps. Je lis plus de romans que de manga maintenant et je regarde pas trop d'animé. Mais en ce moment, il y a Jamy de Ici Japon qui m'a fait découvrir Dr Stone et Shokugeki no Soma et j'adore, c'est trop bien. Si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à aller regarder ça. Et sinon, parce que j'aime les voir et les revoir, mes grands classiques, c'est Full Metal Alchemist, GTO, voilà. Il n'y a rien de mieux, Pour moi c'est les best. Ensuite il y a GZNK4, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé. Pourrais-tu faire une deuxième vidéo sur les rassemblements de voitures Tokyo Drift? Eh bien... Voilà. Prochaine question, Le Nabrin. Pourquoi tu te lèves aussitôt chaque jour? Tu es bien le seul youtubeur qui te lève à 4-5 heures. Alors moi je fais partie de ce qu'on appelle le 5 AM Club, c'est le fait de se lever tous les jours à 5 heures. Et c'est quelque chose que j'ai commencé il y a plusieurs années déjà et que je tiens au maximum. Ça me permet d'avoir de longues journées encore une fois et c'est ça qui me permet de faire un petit peu tous les projets que je fais. Par exemple, les jours où j'ai des tournages pour la télévision, le fait de me lever très tôt, ça me permet d'avoir du temps avant mon tournage pour peut-être préparer une vidéo YouTube, pour faire un petit peu de montage, pour peut-être écrire des textes, etc. Enfin voilà, le fait de me lever tôt, moi ça me permet d'avoir beaucoup de temps et du temps, j'en ai besoin. Ensuite, prochaine question, c'est Lena MRT44 qui me dit: tu as appris la musique en autodidacte ou au conservatoire? La vérité c'est que tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était en autodidacte. Moi j'ai toujours eu un souci, c'est que j'ai toujours détesté qu'on m'apprenne les choses que j'avais envie d'apprendre. Je détestais qu'on me donne un ordre et qu'on me dise apprends ci, apprends ça, et surtout qu'on définisse l'ordre dans lequel je devais apprendre les choses. Donc autant le japonais que la musique, que toutes les choses que j'ai appris, même la photo, la vidéo, j'ai toujours fait ça en autodidacte parce que j'avais envie d'apprendre à mon rythme tout simplement. Et le fait de pouvoir bosser à son rythme, moi c'est une manière de travailler que j'aime bien, mais c'est ma manière de travailler. C'est pas une manière de travailler universelle, c'est pas la bonne manière de travailler, c'est juste celle qui moi me correspond. Pour les gens qui ont un petit peu de mal avec les cours, pour les gens qui ont un petit peu de mal avec le fait comme ça de se faire imposer un rythme de travail, etc. Je vous conseille d'essayer de travailler en autodidacte. En vrai, c'est peut-être la méthode qui vous correspond. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et enfin, pour terminer, dernière question de la journée, elle nous vient de Adeline MDX qui me dit: le plus gros craquage que tu aies fait dans ta vie. Alors j'ai réfléchi un peu à cette question. C'est une question qui est assez compliquée parce que j'ai fait quand même beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait beaucoup de choses. Mais le plus gros craquage et certainement ce qui m'a le plus apporté, c'est le fait d'être venu au Japon. Parce qu'encore une fois, je suis venu au Japon le jour du tremblement de terre. J'ai pris cette décision-là. C'est une décision qui était difficile parce que je savais pas ce qui m'attendait. Quand je suis arrivé au Japon, encore une fois, il y a eu le tremblement de terre, certes, mais il y a eu le tsunami. Il y a eu tout le problème autour du nucléaire aussi. Voilà, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. J'ai ma mère qui s'est beaucoup inquiétée. Et c'était un peu compliqué pour moi. C'était un craquage parce que je pense que la plupart des gens n'auraient certainement pas fait ce choix-là. Mais encore une fois, moi, c'est un choix que aujourd'hui, a posteriori, je ne regrette pas du tout. Je pense que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui et je serais pas là à vous parler aujourd'hui si j'avais pas fait ce craquage ce jour-là en fait. Donc voilà, le plus gros craquage de ma vie, c'est définitivement d'être venu au Japon à 19 ans, sans aucun bagage, le jour du tremblement de terre. Et c'est sûrement le craquage dont je suis le plus fier. Sur ce, on arrive enfin sur la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi, ça me fait toujours autant plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. Et cette fois-ci, voilà, le cadre, il était quand même assez cool. J'espère vraiment que Shibamata, ça vous a plu. Moi, c'est vraiment une ville que j'apprécie beaucoup. Et dès que les frontières seront réouvertes, je vous invite vraiment à venir visiter. Parce que voilà, c'est beau, il y a de la bonne bouffe. C'est parfait. Sur ce, comme d'habitude, je compte sur vous pour l'abonnement, le pouce en l'air, le commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. C'est celles que j'utiliserai pour le prochain Dinomitsu. Et nous, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mitsu. Bye!